Alors bonjour à tous, je suis Jérémy Desport, je suis conseiller aux relations avec les diplômés de l'Université de Montréal et j'ai la chance de m'entretenir aujourd'hui avec une experte en nutrition au Québec, Isabelle Huot. Alors bonjour Isabelle. Hey, bonjour Jérémy, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui, tu as accepté notre invitation donc pour parler donc de comment gérer donc un choc émotionnel donc en contexte donc de pandémie ou autre. On le sait actuellement, donc beaucoup de personnes vivent donc avec de l'incertitude, avec peut-être la perte d'un proche ou la perte d'un emploi. Et bien souvent, on compense un peu ce petit problème-là en se réfugiant donc sur la nourriture. On a toujours un petit peu la dent sucrée dès qu'on a un petit coup de stress. Ouais, effectivement, Jérémy, l'anxiété, beaucoup d'anxiété dans la société, autant chez les adultes, les adolescents, les enfants aussi. L'anxiété par rapport à l'incertitude de l'avenir, beaucoup de peur aussi. Et dans ces cas-là, on voit une recrudescence de troubles alimentaires, surtout des compulsions alimentaires. Donc, des gens qui vont dire, par exemple, je vais prendre un biscuit au chocolat, puis c'est pas un biscuit, c'est une rangée complète. Ou de se dire, bon, ben, je vais prendre du chocolat, ça va me faire du bien, puis finalement, on mange 2 plaques de 100 grammes. Donc, des débordements alimentaires qui sont fréquents pour plusieurs raisons. Le fait de manger, surtout des aliments sucrés, ça gèle l'émotion, ça apaise en quelque sorte, mais c'est juste temporaire. Après ça, il y a de la culpabilité, on se sent pas bien. On sait que plusieurs ont gagné du poids. Il y avait d'ailleurs une étude, Jérémy, qui mentionnait en France que les Français, en moyenne, il y a 57% là, des Français qui avaient gagné en moyenne 2,5 kilos depuis le confinement. Donc, on parle d'un petit peu plus de 5 livres. Et je suis pas étonnée de constater ça. Je pense que si on faisait une étude semblable au Québec, on aurait des résultats similaires. Oui, ben c'est vrai. Donc, on parle beaucoup d'ennui puis de choc émotionnel, mais comment on peut combattre cette envie de manger, Isabelle? Ah, c'est par étapes. Hein. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur le sujet. Là, je vous le montre ici à l'écran. Cessez de manger vos émotions. Avec Catherine Sénécal, psychologue à la clinique Change. Oui. Pourquoi? Ben Catherine, on est très complémentaires. Moi, j'ai une expertise en troubles alimentaires depuis une vingtaine d'années. Je fais plus de clinique aujourd'hui, mais j'en ai vu beaucoup des cas. Et il y a plein de facteurs qui expliquent ces dérapes-là alimentaires. Souvent, ça vient de l'enfance, même d'une relation avec la mère ou avec le père qui pourrait être problématique, de commentaires aussi sur le poids ou ah, t'es un peu ronde, une maman qui dit à sa fille, bon, ben, t'es un peu ronde, t'as des petits bourrelets, ben peut-être que ça serait bien que tu ne manges pas de dessert, alors que lui, le petit frère à la maison, lui, il a le droit de manger son gâteau. Donc, ça peut occasionner des problèmes plus tard. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un journal, de faire un journal de notre prise alimentaire dans la journée avec la faim réelle et la satiété. Donc, avant le repas, est-ce que j'ai faim? Est-ce que sur une échelle de 0 à 10, comment je situe mon niveau de faim? Est-ce qu'il est plutôt à 3? Est-ce que je ne mangerai pas beaucoup parce que ma faim est à 3 ou ma faim est insoutenable et est à 10? Même chose au niveau de la satiété. C'est important d'évaluer après le repas, est-ce qu'on détache toujours notre bouton parce qu'on a tellement trop mangé, on n'est pas bien, on dort pas bien le soir, ou on se sent parfaitement rassasié, puis même que 2-3 heures après, c'est parfait, on aura envie d'une collation. Donc, le journal de base, c'est un outil extraordinaire pour prendre conscience de sa faim réelle. Et j'invite aussi les gens qui nous écoutent à faire un journal des émotions. Donc, de tenir, par exemple, à jour comment je me sens. Bon, j'ai mangé ma rangée de biscuits. Comment je me sentais à ce moment-là? Est-ce que, justement, j'étais après écouter le point de presse de M. Legault, ça a généré tellement d'anxiété de voir qu'il y avait une montée de la mortalité. Est-ce que ça m'a inquiété pour mes grands-parents, pour mes parents? Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que je voulais vider une rangée de biscuits? Mm-hmm.
Est-ce que, bon, mais c'est le retour à l'école de mes enfants qui sont inquiets, qui arrivent à la maison agités, donc de prendre conscience de ça. Je me reconnais un peu quand tu parles justement de détacher le bouton quand on a justement mangé beaucoup. Mais il y a certaines personnes qui, en période de stress ou d'anxiété, ont un peu l'effet inverse, qui ont tendance justement à se restreindre et puis qui ont complètement, je veux dire, une envie de manger qui est complètement éteinte, Oui. qui n'ont plus faim du tout. Dans ce Exact. cas-là, comment on doit réagir? Est-ce qu'on doit se forcer à manger ou est-ce on doit attendre d'avoir faim? Oui, très bonne question. En fait, ça dépend. Je pense à mon père qui a perdu l'appétit, qui est en confinement. Bon, je fais les courses pour lui, j'achète plein de trucs qui sont super santé. Puis au bout de la semaine, il a presque rien mangé. Et évidemment, il perd du poids. Et ça, chez une personne de 70 ans et plus, ça m'inquiète parce qu'on sait à quel point, pour avoir un système immunitaire qui est compétent en vieillissant, le pouvoir de défense naturelle est moins efficace, si on veut. Et c'est important de manger ses protéines, ses vitamines, ses minéraux pour lutter. Je ne dis pas que l'alimentation va permettre de prévenir la COVID-19, mais la malnutrition est un des facteurs qui prédispose l'individu à avoir des virus, des bactéries, quels qu'ils soient. Donc, c'est important de continuer à manger. Donc, dans le cas d'une personne âgée qui n'a pas faim, qui maigrit, oui, malheureusement, il faut mettre les 3 repas avec des sources de protéines. Par contre, quelqu'un qui dit, bon, ben j'ai moins faim le matin, mais je vais manger un petit peu plus tard dans la journée et qu'on arrive à combler les besoins nutritionnels avec peut-être le repas du midi, du soir, puis une collation ou 2 dans la journée, ça va parce qu'on est à l'écoute de sa faim réelle. Donc, je pense qu'il faut vraiment personnaliser les recommandations en fonction de la situation précise qu'on adresse. D'accord, effectivement, c'est très clair. Mais généralement, tu le disais tantôt, quand on a envie de manger, on a envie de manger quelque chose de sucré et bien Mm-hmm. souvent aussi quelque chose de gras parce qu'on a l'impression que ça nous fait du bien au corps puis on se sent mieux. Mais comment on peut gérer ça, en fait, cette rage de sucre? Ah, c'est bon ça. On dirait que tu as lu mon livre, Jérémy, parce que c'est ça, on en parle beaucoup. Justement, quand on a une compulsion alimentaire, là, c'est rare que c'est une compulsion pour des carottes ou du céleri. Hein. C'est des compulsions, effectivement, pour des aliments sucrés. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Les aliments qui sont sucrés et souvent riches en gras, même des chips, c'est des glucides. Donc, en quelque part, c'est la pomme de terre, c'est aussi du sucre, entre guillemets, mêlé à du gras. Donc, c'est souvent ça. C'est souvent ça, pourquoi? Parce que c'est des aliments qu'on juge souvent moins sains. Donc, on se dit, bien, effectivement, on sait que c'est moins nutritif. Il y a déjà une culpabilité qui est associée à ce type d'aliments-là. C'est des aliments que plusieurs se disent, c'est pas bon pour moi de manger ça. Donc, s'il y a une restriction, qu'on appelle une restriction mentale, psychologique, de se dire, je devrais pas manger des chips parce que je sais que j'ai un problème avec mon poids, déjà, c'est un aliment qu'on met au banc des accusés. Mm-hmm. Donc, quand on perd le contrôle, les règles prennent le bord et on mange l'aliment défendu. Donc, c'est pour ça qu'on se tourne vers des aliments moins nutritifs, mais il y a aussi le fait que les glucides augmentent la sérotonine en circulation, qui est un neurotransmetteur du bien-être. Donc, le fait d'avoir des aliments riches en sucre ou en glucides, parce qu'il y en a qui vont vider une boîte de craquelin. Je parlais des chips tantôt. C'est souvent des aliments qui sont riches en glucides. Ça peut être de prendre 10 toasts avec du Nutella. Ça, j'ai vu ça souvent. Mm-hmm. Il y a plus de sérotonine, donc ça réconforte d'avoir plus de sérotonine en circulation. C'est d'ailleurs le principe d'action des antidépresseurs qui vont augmenter la sérotonine en circulation et faire en sorte que c'est apaisant, qu'il y a moins d'anxiété. Donc, manger ces aliments-là, ben c'est sûr que ça apaise, mais c'est temporaire parce qu'après ça, il y a la culpabilité qui s'ensuit et en soi anxiogène. Donc, je me sens coupable, je vais moins bien dormir, j'ai encore pris des kilos, je suis pas bon, je suis pas bonne, j'ai flanché mon régime. Toujours des commentaires qui sont très négatifs et d'avoir constamment des pensées automatiques négatives comme ça, c'est pas sain, évidemment, pour la santé psychologique.
Ben, merci beaucoup. Ça m'éclaire, puis ça me rend un peu moins coupable sur certains petits péchés mignons que je peux avoir devant la télé le soir. Oui, ben oui, c'est ça. Ben, ça arrive à tout le monde et je trouve ça bien. Un exemple comme toi, tu dis, bon, mais ça m'arrive aussi parce qu'on a l'impression que ça arrive juste chez les gens surpoids ou surtout chez les femmes. Ça touche tout le monde, des compulsions alimentaires. Il y a des gens minces, comme c'est ton cas, qui peuvent de temps en temps déborder. Il y a des débordements pour plein de raisons. La nourriture est associée au plaisir. Hein? Ben C'est oui. hédonique de manger. C'est partager un repas avec la famille. On mange tous au-delà de notre appétit. Le problème, c'est pas tout le temps, mais ça arrive. Hein? Donc, c'est mon cas aussi. J'adore manger. Donc, c'est sûr que je vais manger au-delà de ma faim réelle. Quelquefois, je m'en vais souper chez ma belle-mère ou autre, peu importe, au restaurant, c'est beau. Mais c'est quand il y a la culpabilité. Il faut pas se sentir coupable quand il y a des débordements. Et si les dérapes alimentaires se produisent au moins 3 fois par semaine depuis 3 mois, là, je pense que ça vaut la peine de mettre de l'avant des ressources. Et des ressources, il y en a beaucoup. Nutritionniste spécialisé en télépratique. Je fais plus de cliniques privées. Mais j'ai une équipe. On a 65 cliniques en collaboration avec l'équipe nutrition à travers la province. On fait de la télépratique, donc on peut très bien aider les gens en confinement aux prises avec des fringales. Il y a également les psychologues qui travaillent très fort en ce moment. Tous mes collègues psychologues travaillent beaucoup, beaucoup. La demande, elle est très forte. Encore une fois, je recommande Change, la clinique de Catherine, qui a 3 cliniques et qui fait de la télépratique. Ensuite, il y a ANEB, qui est le regroupement d'aide à anorexie boulimie Québec, qui offre des ressources gratuites. Donc, du clavardage, quelqu'un qui avait d'avoir une crise de boulimie, par exemple. Il y a quelqu'un chez ANEB qui répond au clavardage. D'ailleurs, moi, je suis présidente du comité d'investissement communautaire de TELUS et on a donné 20 000 à ANEB justement pour mettre en place ce système de clavardage-là qui est très, très aidant. Il y a des groupes aussi ANEB de gens qui souffrent d'hyperphagie qu'on regroupe ensemble, donc via des plateformes, évidemment, Zoom ou autres, qui permettent d'échanger avec des gens qui vivent aussi la même situation. Donc, peut-être que si les gens qui nous écoutent n'ont pas l'argent pour débourser pour un expert en psychologie ou en nutrition, ben peut-être le fait de rejoindre ANEB, ça peut être très utile. Il y a quelqu'un en ce moment que j'accompagne justement, mais je fais pas de clinique privée, mais je lui offre chaque jour, j'ai dit, va prendre le groupe de discussion parce que c'est ça qui va vraiment, vraiment t'aider. Oui, on sait que tu es très, très, très impliqué aussi dans plusieurs causes, comme notamment Moisson Oui. Montréal. Donc, on te voit régulièrement et puis c'est vraiment un trait de ta personne qu'on apprécie énormément. Ah, c'est gentil, Jérémy. Ben, je pense que c'est important d'aider. Hein, s'il y en a, les besoins sont grands en ce moment-là. J'invite les gens qui sont à la maison, peut-être sur le PCU, à venir aider dans les champs, les maraîchers. On a besoin d'aide, honnêtement. Les producteurs maraîchers, il manque de main-d'œuvre dans les champs. Si on veut des beaux fruits et légumes du Québec, on en a besoin. Et puis, j'admire particulièrement les volontaires dans les centres de personnes âgées qui vont prêter main forte aux préposés, aux bénéficiaires. Vraiment, aider, ça fait tellement de bien. Ben oui, c'est certain. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. On a parlé de toutes les personnes qui ont donc des petites dépendances au sucre, les personnes qui éventuellement se sentent un peu après coupables par rapport aux certaines choses qu'elles ont mangées dans des repas de famille ou dans des festivités. Mais on n'a pas parlé des personnes qui ont des allergies ou des intolérances alimentaires. Mm-hmm. Ces personnes-là, elles doivent souvent se restreindre par rapport à certains aliments. Est-ce que ça peut pas avoir justement un certain impact sur leur métabolisme? Par rapport aux troubles alimentaires, c'est une bonne question parce que
moi-même, j'ai des allergies mortelles aux poissons. J'ai toujours 1 ou 2 épipènes sur moi. On connaît les allergènes principaux, les arachides, les œufs, etc. Et c'est très anxiogène des fois de manger. Bon, moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu de crise, mais quand même, c'est très anxiogène de manger socialement. Y a-t-il une contamination croisée dans des cocktails dînatoires, par exemple? C'est très, très dangereux de prendre une bouchée et qu'il y a peut-être du caviar dessus ou caché dans la recette. Donc, ça crée de l'anxiété qui pourrait déraper sur un trouble alimentaire, effectivement. Mais la corrélation la plus significative, je dirais, c'est surtout au niveau des intolérances alimentaires plus que des allergies réelles, entre guillemets, dans le sens, beaucoup se disent « je suis intolérante au gluten ». Je suis intolérant aux produits laitiers, je suis intolérant, et ça cache souvent un trouble alimentaire. Les gens qui veulent devenir végétariens, les gens qui se disent intolérants au gluten, alors que dans les faits, il y a 1% des gens qui souffrent de maladie cœliaque, 3% qui ont une hypersensibilité, mais ces gens-là s'auto-diagnostiquent en disant, bon, les produits céréaliers, ça fait engraisser, je vais dire que je suis intolérante au gluten. Comme ça, dans les restaurants, c'est facile. Je prends jamais de produits céréaliers et ça m'aide à perdre du poids ou à rester mince. J'ai vu énormément de gens qui s'auto-déclaraient des intolérances alimentaires et que, dans le fond, ça masquait un trouble alimentaire. Il y en a énormément, c'est très, très, très fréquent de voir ça et les restaurateurs trouvent ça un peu dommage parce que quand la personne arrive, bon, mais je suis intolérante à ça, 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 ça. C'est compliqué pour un chef et puis tu demandes beaucoup de travail en cuisine pour une intolérance qui est psychologique. Dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, ça existe les intolérances alimentaires, ça existe l'intolérance au lactose, mais après 25 ans de clinique, là, je peux dire qu'il y a beaucoup de cas que ça se passe vraiment dans la tête. Une chance qu'on a de plus en plus maintenant de chefs qui réussissent à composer avec le véganisme, avec les allergies et tout ça, qui font des choses merveilleuses, puis on est très, très, très choyé au Québec par rapport à ça. Donc, je pense que c'est très bon. Mais je me reconnais aussi un peu là-dedans. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront aussi dans le fait de s'imaginer ou s'improviser des allergies pour pouvoir justement ne pas goûter à certains plats. Effectivement, fait que peut-être des gens qui nous écoutent qui se retrouvent là-dedans. Donc, encore une fois, si c'est le cas, je pense que de consulter, ça peut vraiment aider, puis de se rendre compte que je mange du gluten, puis mon ventre n'est pas si ballonné que ça. Si je n'ai pas l'idée préconçue que le gluten me fait ballonner et engraisser. Donc, c'est défaire toutes ces règles-là qu'on s'impose, toutes les distorsions cognitives qu'on a par rapport à certains aliments ou certains groupes alimentaires. Ça vaut la peine de fouiller un petit peu plus loin, d'aller dans des aspects psychologiques pour comprendre d'où viennent ces intolérances-là. En terminant, j'aimerais que tu nous donnes peut-être 3 de tes meilleurs conseils pour éviter d'avoir peur de quoi manger et tout simplement d'avoir peur de grossir. Quels seraient tes 3 meilleurs conseils, Isabelle? Mes meilleurs conseils, bon, d'abord, d'éviter la balance quotidienne, hein, parce que ça génère juste des craintes de se peser tous les jours. On a beaucoup de clients dans nos cliniques qui se pèsent tous les jours, voire 2 fois par jour. Le poids varie énormément d'une journée à l'autre, surtout chez la femme, bon, avec les règles qui peuvent faire les changements hormonaux, etc., la rétention d'eau. Donc, de ne pas se peser, je pense que c'est une bonne affaire. Des fois, on vole même la balance de nos clients pour qu'il n'y ait pas accès à une balance et que la seule pesée soit dans un environnement entouré de spécialistes qui permettent de nuancer la pesée, de l'expliquer, de prendre le pourcentage de gras. Donc, pas de peser le moins possible. Je pense que ça, on l'encourage. Deuxièmement, de ne pas tomber en restriction cognitive par rapport à avoir des aliments
qu'on bannit complètement. On ne doit pas s'interdire des aliments. C'est sûr qu'il y a des meilleurs aliments, puis on souhaite les mettre de l'avant le plus possible. Mais le fait de dire plus jamais je vais manger de chocolat et plus jamais je vais manger de chips, c'est une règle qui est très sévère. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 3 mois qu'on n'a pas mangé? On passe devant le chocolat favori, puis on craque, puis on prend tout ce qui nous passe sous la main. Donc, des interdits, des règles, c'est pas encouragé. Donc, on encourage beaucoup plus l'alimentation intuitive. Quand vous prenez un chocolat, mangez-le en pleine conscience, prenez le temps de le savourer, regardez la longueur en bouche, les arômes, le côté fruité de certaines fèves de cacao. Donc, s'attarder à la dégustation peut faire la différence, absolument, et se permettre ces aliments-là de temps en temps, ne bannir aucun aliment. Mon troisième conseil, ça serait de la bienveillance, apprendre à s'aimer, à s'apprécier, à regarder des modèles de diversité corporelle, que la beauté ne se reflète pas uniquement dans des corps minces. La beauté se reflète dans des corps avec une échelle de diversité qui est super intéressante, donc, c'est vraiment important de s'apprécier avec mes clients. J'ai longtemps travaillé quelle partie de vous aimez le plus? Tu sais, au lieu de toujours être « Ah, mais j'ai des grosses cuisses » ou « j'ai des gros bras » ou j'ai toujours négatif. Donc, de dire « Ah, mais j'aime mon cou, mes épaules. » Bon, ben c'est ça, on dégage, on met un beau collier, on met de l'avant le cou, les yeux, peu importe. Là. D'arrêter de mettre l'accent sur le ventre, les cuisses et les parties qu'on aime moins et de mettre l'accent sur des messages positifs et bienveillants. Oui, ce qu'on retient un peu dans ce dernier conseil, c'est que notre nutrition et puis la beauté de notre corps vu de l'extérieur, ça commence par ce qui se passe en haut au niveau de la tête et du mental, tout simplement. Ouais, c'est tellement important l'aspect psychologique, on le met de l'avant le plus possible maintenant. Toutes les nutritionnistes travaillent dans ce courant-là de comprendre que manger, c'est pas juste l'acte qu'on fait, c'est aussi tout ce que ça amène comme émotion, comme plaisir, et c'est de travailler la relation avec les aliments. Absolument. Ben, merci beaucoup, Isabelle, pour ces belles explications et puis toutes les astuces que tu nous as partagées. C'est certain que les différentes allusions que tu as faites par rapport et références par rapport à certains organismes et livres, donc on va pouvoir partager ces informations-là aussi avec les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et donc, je ne l'ai pas mentionné au début donc de l'entrevue, mais tu vas rester donc avec nous donc pour les 30 prochaines minutes. Pour pouvoir donc répondre à l'ensemble donc des questions que vous avez soumis à Isabelle durant donc cet échange, et Isabelle donc va pouvoir prendre le temps donc de vous y répondre avec toute son expertise puis tout son humour et sa clairvoyance. Donc merci beaucoup, Isabelle. Merci Jérémy, merci pour tout, puis merci à tous d'avoir été présents, puis j'attends vos questions avec impatience. Merci beaucoup et au plaisir donc de vous retrouver pour une prochaine entrevue. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.